La bonne info, c'est à la bonne heure sur GTV. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de suivre l'actualité de ce mardi 13 août 2024. Donc voici les titres. Ce mardi 13 août 2024, une journée sans presse au Sénégal pour alerter sur les difficultés des médias. Un mot d'ordre massivement suivi par les médias sénégalais, téléspectateurs, auditeurs et lecteurs qui sont les principaux impactés nous diront comment ils ont vécu cette journée sans information et qu'est-ce qu'ils en pensent. Pendant ce temps, le président de l'OFNAC, Serigne Bassirou Gueye, était en séance de travail avec certains professionnels des médias et des membres de la société civile. Un atelier qui a démarré ce mardi et va se poursuivre jusqu'à demain, mercredi. Il tend à vulgariser les nouveaux textes modifiant la loi portant création de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption et la loi sur la déclaration de patrimoine. Le compte-rendu de cette première journée dans ce 20h. Sport basketball, le Sénégal s'est imposé hier face à la Tunisie au stade Marius Ndiaye sur le score de 66-64. Un match amical difficilement remporté par les Lions qui devront revoir leur copie avant leur deuxième rencontre prévue ce mercredi. Avis d'experts dans cette édition que nous allons développer tout de suite. Une journée sans presse ce mardi 13 août 2024, c'est le mot d'ordre dicté par les patrons de médias privés qui disent craindre pour leur liberté d'expression 4 mois après l'arrivée au pouvoir du nouveau président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Dans un récent entretien avec Mamoudou Ibra Kane, il avait déjà alerté notamment sur les mesures fiscales et économiques qui risqueraient de constituer un grand handicap pour la presse sénégalaise. Suivons les propos de Mamoudou Ibra Kane au micro de Ndella Ndiaye. Le nouveau régime ne veut pas dialoguer avec la presse, ne veut pas négocier avec la presse, mais le nouveau régime a posé des actes hostiles. D'abord, l'infirmation de l'effacement fiscal. Ok, ils en ont pleinement le droit. Comme ils disent, toute entreprise doit payer ses impôts. Sauf que on ne demande pas à une entreprise de payer des impôts quand cette entreprise est en faillite. Deuxièmement, il y a des poursuites aujourd'hui contre les entreprises de presse où les impôts refusent des moratoires qui soient à hauteur des capacités économiques et financières des entreprises. Donc, le refus de moratoire fait que il y a eu le blocage des comptes bancaires des entreprises de presse et même certaines entreprises de presse font l'objet de procédures de saisie. Dans le même temps, il y a l'annulation de manière unilatérale des contrats publicitaires qui ont été signés entre les différents démembrements de l'État et les entreprises de presse. Si on veut rester dans le cadre d'un État de droit, une partie d'un contrat ne peut pas décider de manière unilatérale de rompre le contrat. Il y a une société qui est un fleuron de la presse sénégalaise, la société Escaf, qui a été la seule entreprise nationale à réaliser la TNT en Afrique sur les 54 États. Escaf, qui a réalisé et financé la TNT pour la diffusion donc de la télévision, a reçu des compensations de la part de l'État, dont l'affectation de bouquets que cette société-là pouvait commercialiser. Et ça, c'est contenu dans un contrat signé en bonne et due forme avec l'État du Sénégal à travers le CNRA. Et cette convention-là est valable jusqu'en 2033. Aujourd'hui, nous sommes en 2024. La société qui gère la plateforme technique de la TNT a pris sur elle, en violation de toutes les lois, de reprendre à compter du 1er août 2024 ces 2 bouquets-là au niveau de Escaf.
Fatigués des injonctions, restrictions et tentatives d'asphyxie de la part des tenants du nouveau régime, les patrons de presse ont donc décidé de croiser les bras ce jour. Le mouvement a été bien suivi. Les Dakarois qui ont l'habitude d'acheter leurs journaux se sont retrouvés face à des kiosques presque vides ce mardi matin. La rédaction de GTV s'est promenée sur les artères de la ville pour recueillir l'avis des Dakarois sur cette journée. Leurs propos ont été recueillis par Ndella Ndiaye. C'est inadmissible de rester toute une journée sans pour autant avoir des informations dans un pays normal. On ne sait pas c'est quoi exactement le problème. Nous sommes des citoyens sénégalais et on est censé avoir des informations du jour au jour. Donc c'est pas du tout normal. Tous les jours, avant de sortir de la maison, j'avais l'habitude d'écouter les informations. On ne sait même pas ce qui se passe actuellement. Mais c'est pas notre solution. Ana Ousmane Sonko tay mi nga Mali lam fay def kenn du ko fi wax tay. C'est pas normal dans un pays démocratique actuellement. Le premier ministre Ousmane Sonko est en voyage au Mali, mais malheureusement personne ne saurait le but de son voyage car il n'y a pas de presse pour nous le dire. Même le président Diomaye, on ne sait même pas où il se trouve. Sans la presse, rien de ce pays ne marche. Elle est un pouvoir capital et elle joue un rôle très important dans le pays. La presse et l'État doivent se parler et trouver une solution à la situation actuelle. Fermer les maisons de presse, c'est de mettre les employés au chômage et ça ne sera pas la meilleure solution. S'ils doivent payer les impôts, ils n'auront qu'à le faire. Si c'est pour leurs employés qu'ils le fassent, car ce sont les reporters qui souffrent le plus dans les rédactions. L'Office national de lutte contre la corruption et la fraude OFNAC a organisé un atelier pour la vulgarisation des nouveaux textes modifiant la loi portant création de cet organe de contrôle et la loi sur la déclaration de patrimoine. 2 journées d'échange réunissant des membres de la société civile mais également de la presse qui permettront une compréhension commune sur la nouvelle loi sur l'OFNAC. L'atelier qui a démarré ce mardi va se poursuivre demain, mercredi 14 août. En attendant le compte-rendu de cette première journée signé Mansour Djassé qui y a pris part. Dans un souci de transparence, l'OFNAC a organisé des ateliers de vulgarisation de leurs textes avec la presse et la société civile. À cet effet, le président Serigne Bassirou Gueye demande aux acteurs des médias et de la société civile de jouer leur rôle pour la bonne connaissance de cet outil de promotion de la bonne gouvernance. Après 10 ans de mise en pratique de la loi portant création de l'OFNAC, il y avait des difficultés. D'abord parce que les assujettis ne venaient pas. Ensuite parce que même les personnes convoquées pouvaient défaillir sans risque, pouvaient ne pas venir. C'est ainsi que les organisations de la société civile, les partenaires techniques et financiers, l'OFNAC et tous ceux qui travaillent dans le secteur de l'intégrité ont décidé d'entamer des discussions pour voir dans quel sens il faut renforcer l'OFNAC à telle enseigne que ces insuffisances-là soient réparées. La mission de l'OFNAC est de prévenir mais aussi de protéger les deniers publics et contrôler les déclarations de patrimoine qui constituent un outil pour la transparence dans la gestion. Et ce qu'il faut retenir ici, c'est que l'OFNAC n'est pas un parquet. L'OFNAC n'est pas une juridiction. L'OFNAC est une entité d'enquête spécialisée. L'OFNAC a été spécialisé pour connaître des enquêtes en matière de corruption, en matière d'enrichissement illicite et autres. Donc à ce niveau-là, c'est l'OFNAC qui est compétent, qui fait une enquête. Mais l'OFNAC est une unité d'enquête et ça, je crois que ça doit être très clair. Selon lui, avec la nouvelle loi, ce corps de contrôle est doté de plus de prérogatives pour bien mener sa mission de contrôle. L'OFNAC a bénéficié quand même de pas mal de circonstances favorables. D'abord le vote de la loi, le vote des lois qui ont prévu des dispositifs de gel, de confiscation,
mais des peines, le pouvoir aussi pour l'OFNAC de pouvoir garder à vue des personnes, de les interpeller, et des sanctions encore plus accrues dans la loi sur la déclaration de patrimoine contre les personnes qui refuseront de déclarer leur patrimoine. Le Premier ministre Ousmane Sonko a été reçu hier par le chef de la junte malienne et a plaidé pour le rapprochement entre Dakar et Bamako dans ses propos rapportés par l'ORTM, la télévision nationale malienne. Pour rappel, le Mali a récemment tourné le dos à l'organisation ouest-africaine qui est la CEDEAO pour se joindre à l'AES qu'il partage désormais avec le Niger et le Burkina Faso. Plus de détails avec Mama Wassal. Le premier ministre sénégalais s'est rendu à Bamako après avoir assisté samedi à Kigali à l'investiture du président rwandais Paul Kagame réélu pour un nouveau mandat. Il s'est entretenu avec le chef de l'État malien Assimi Goïta. Les deux autorités ont eu un entretien sur divers sujets, à savoir la coopération entre les deux pays. La CEDEAO s'est aussi invitée dans les débats. L'embargo qui a été fait sur le Mali par des pays frères et malheureusement parmi lesquels notre propre pays. Je l'avais au nom de mon parti dénoncé et personne ne passera par le Sénégal pour soit déstabiliser le Mali ou aucun autre pays frère ou alors lui imposer des sanctions de cette nature. Le Premier ministre pense que cet entretien est très important pour les deux pays voisins. Cet entretien a été très instructif. Il nous a permis de passer en revue toutes les questions de l'heure, de discuter de manière ouverte, non pas de manière protocolaire ou solennelle, mais en frère. Parce que comme je l'ai dit, quand je viens ici, je suis chez moi et je viens parler à des frères. Depuis le retrait du Mali, du Niger et du Burkina Faso de la CEDEAO à la suite des coups d'État militaires, les relations entre ces nations et leurs voisins ouest-africains se sont détériorées. L'ex-maire de Ziguinchor a insisté sur la nécessité de recréer un lien fort entre ces pays, rappelant l'importance de l'unité historique de la région. Nous sommes tous des pays souverains. Nous nous respectons, nous devons nous respecter dans nos choix souverains. Et nous respectons le Mali dans ses choix. Nous respectons le Burkina dans ses choix. Nous respectons tout le monde, des choix que nous comprenons. Alors qu'est-ce qu'on nous reproche? Nous continuerons. Éducation, 78 200 candidats admis aux épreuves du baccalauréat de cette année, représentant un taux global de réussite de 50,50% selon le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Dr Abdourahmane Diouf, qui a annoncé ces chiffres basés sur des statistiques de l'Office du baccalauréat en point de presse à Diamniadio. Il a aussi constaté une légère baisse par rapport aux 2 années précédentes. Suivons les détails de ce point de presse avec Amsatou Gano. Le Sénégal a enregistré cette année un taux de réussite global de 50,50% de l'examen du baccalauréat, ce qui correspond à 78 200 candidats qui sont déclarés admis. L'annonce a été faite par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Cette année, le taux de réussite est de 50,50%, correspondant à 78 245 candidats admis. Par contre, le taux de réussite obtenu pour l'année 2024 a légèrement baissé par rapport aux 2 dernières années, selon le ministre. En 2022, le Sénégal avait enregistré un taux de réussite de 51,99% et 51,61% en 2023. Concernant les examens du bac, on a noté une légère baisse par rapport aux 3 dernières années, où on avait plus de résultats satisfaisants. Selon Abdourahmane Diouf, la participation des filles aux examens du baccalauréat ne cesse d'accroître d'année en année, mais leur taux de réussite reste à désirer et que les garçons le remportent haut la main. Les filles sont de plus en plus nombreuses pendant les examens du bac. Cependant, leur taux de réussite n'est pas meilleur.
Elles sont plus nombreuses que les garçons, mais sont loin derrière. Le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Souleye Diop, a inauguré ce lundi à Touba Ndindi le poste électrique dénommé Cheikh Mohamedou Fadel Mbacké, doté d'une capacité de 225 sur 30 kW, financé par le gouvernement français. Le coût global de ce projet est estimé à 69,947 milliards de francs CFA. Les détails avec Aïssa Touba. C'est un honneur pour moi personnellement d'être ici aujourd'hui pour procéder à l'inauguration du deuxième poste haute tension de Touba appelé poste 225-30 KVA de Ndindi. Ce deuxième poste a été inscrit dans le programme intitulé Boucle 225 KVA du Ferlo d'un coût global de 69,947 milliards de francs CFA, financé par le gouvernement français, dont la mise en œuvre est confiée à l'entreprise FH Energy System. Ce financement témoigne encore, une fois de plus, des liens d'amitié et de coopération qui unissent les deux pays, ainsi que notre engagement commun à œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Ainsi, faut-il rappeler que la réalisation de cet ouvrage s'inscrit dans les orientations définies par son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République du Sénégal, qui accorde une importance capitale à l'amélioration des conditions de vie, mais surtout à l'accès à l'énergie. Sport à présent, les Lions du Sénégal se sont imposés hier 66-64 face à la Tunisie lors de leur premier match amical entrant dans le cadre de leur préparation pour le tournoi de qualification à l'Afro-Basket 2025 qui se tiendra d'ailleurs à Dakar au mois de novembre prochain. Une deuxième rencontre est prévue entre les deux équipes et deux techniciens décortiquent cette rencontre avant leur prochaine sortie prévue ce jeudi. Leurs propos au micro de Ali Mangassa. La première chose, c'est le rebond. On a énormément souffert au rebond défensif pour nous. Le rebond offensif du Sénégal, on sait que c'est une vraie valeur forte et c'est un secteur qui nous a mis en difficulté. Ensuite, l'impact physique, il a été tel qu'on rate 11 lancers francs. Donc on perd un match de 2 points en ayant raté 11 lancers francs. C'est pas parce qu'on est maladroit, c'est parce que l'impact physique du Sénégal, il est tel que quand les joueurs ils vont au lancer franc, ils y vont, mais avec une forme de fatigue importante. Donc voilà, ça nous permet d'avoir des vrais axes de progression pour l'avenir. Bon, déjà, on va récupérer, parce qu'un match contre le Sénégal, ça reste un match très éprouvant physiquement. On va faire les bains froids ce soir, on va faire du stretching demain, on va faire des lancers francs demain. Et on va essayer de récupérer pour être dans des bonnes dispositions. Mais on a partagé beaucoup les temps de jeu, comme vous avez vu. Les joueurs qui ont joué le plus, ils ont joué 24 minutes. Donc c'est aussi une des raisons pour laquelle on a voulu cette double confrontation. J'ai parlé du Sud-Soudan, du Cameroun, il y a aussi l'Égypte, il y a aussi la Côte d'Ivoire. Ça fait beaucoup de nations, et l'Angola qui ont fait les tournois de qualification, ça fait beaucoup de nations africaines qui montent en régime. Et on pense évidemment au Sud-Soudan avec ce qu'ils ont fait au JO et en match de préparation aussi contre les Américains. Mais le Sénégal, c'est une très forte nation de basket que je connais bien. Et j'ai pas de doute sur le fait que l'avenir, il faut le compter aussi en Afrique avec une nation comme le Sénégal. On avait marqué des points quand on avait besoin de ça. Mais c'est normal, c'est une équipe très jeune. On va regarder le film demain, on va rectifier des choses pour être mieux prêt pour mercredi. Je disais aux joueurs, avant le match, on veut gagner, mais si on ne gagne pas, c'est pas grave. Parce que ça va nous aider pour le futur. Pourquoi on a fait ces entraînements, pourquoi on va jouer contre 2 fois pour préparer les fenêtres de novembre. Je savais que ça allait être comme ça. En les voyant jouer pendant 2 semaines, je savais que ça allait être un match difficile. Parce que la Tunisie, tu vois, la façon qu'ils jouent, si on avait nos vétérans, je ne pense pas que ça allait être comme ça, mais on a beaucoup de jeunes. On va regarder le film, c'est pas facile à ce moment, parce que les actions sont très rapides. On va regarder le film ce soir et demain on va faire des rectifications.
La deuxième rencontre donc entre le Sénégal et la Tunisie prévue déjà demain. Le public est attendu au stadium Marius Ndiaye. Et puis à l'international, en brève, les États-Unis mettent en garde contre une attaque iranienne significative contre Israël, et ce dès cette semaine, se joignant à plusieurs pays européens pour demander à Téhéran d'y renoncer. En réponse, l'Iran a rejeté ce mardi cet appel, affirmant qu'il ne demande pas l'autorisation pour riposter contre son ennemi juré, qu'il accuse d'avoir assassiné le chef du Hamas palestinien Ismaël Haniyeh sur son sol. Et voilà, nous arrivons au terme de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information revient demain sur la GTV. D'ici là, portez-vous bien en compagnie de nos programmes. Bonsoir.